Bienvenue sur Top Invest. Alors, on va faire le point aujourd'hui sur trois entreprises qu'on a précédemment analysées sur cette chaîne-ci. Donc, on avait Sanofi, Pfizer et Johnson Johnson. Il me semble que sur Johnson Johnson, on avait même partagé une note d'analyse. OK? On va aller très rapidement parce qu'on a déjà eu à mentionner ces entreprises-là. OK? Sanofi, je pense qu'il y a moins de 3 mois qu'on a parlé de cette compagnie-là. Donc, on va rapidement ici. On va mettre sur Sanofi. Alors, comme d'habitude, vous allez remarquer que toutes les entreprises dans le secteur pharmaceutique ici aujourd'hui ont tendance à être sous-évaluées. OK, attention, je vous l'ai expliqué dernièrement sur la vidéo. Je pense que c'était quelle vidéo? La vidéo concernant tout ce que j'avais à dire sur ce secteur-là, je l'ai dit c'est dans cette vidéo-là. OK, so, pour Sanofi, quand on regarde ici, c'est un business qui a tendance à s'échanger, voilà, aux alentours de 15 fois les bénéfices par là, normalement, parce que voilà, il y a toujours ce risque-là par rapport, par rapport au brevet, etc. Donc, vous voyez ici que sur une période de 2 ans, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Bien sûr. Le business est assez prévisible ici avec une marge d'erreur de 20%, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous achetez du Sanofi et qu'on se base à peu près sur l'estimation des analystes d'ici 2025, d'accord, à prendre toujours avec des pincettes, on s'attendrait à 15 fois les bénéfices, on s'attendrait à peu près à 150 euros l'action. Donc, c'est-à-dire que 150 euros l'action, ça représente quoi à peu près? Donc, moins la dette nette. Donc, on vérifie, est-ce que Sanofi a un niveau de dette nette en date d'aujourd'hui? J'ai également partagé une note d'analyse ici sur pour le segment pharmaceutique que vous pouvez retrouver ici dans la top newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo. Dans ce segment, dans, ce, dans cette note d'analyse-là, enfin pas cette note d'analyse, mais dans cette analyse sectorielle, en fait, on mentionnait une chose, c'est que ces entreprises auront tendance à faire beaucoup d'acquisitions. D'accord? On va avoir tendance à faire des acquisitions parce qu'il y a ce risque-là lié au brevet. Ça ne parle pas de Sanofi spécifiquement, mais du secteur dans sa généralité, d'accord? Donc, on a à peu près une dette nette ici aux alentours de 6,74 €. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette note d'analyse, cette note d'analyse sectorielle, vous avez le lien de la top newsletter en description de la vidéo et c'est gratuit. OK? Donc, vous avez ici à peu près une valeur aux alentours de 143 $ à l'action. Ça, c'est, voilà, dans le meilleur des mondes. Également, cette entreprise peut se négocier à des PER très peu élevés pendant très, très, très longtemps. Le plus important pour nous ici, c'est de savoir est-ce que l'entreprise a les moyens de repayer la dette? Oui, il n'y a pas de dette ici. Est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende? Oui, elle a les moyens. Est-ce qu'elle a les moyens d'augmenter le dividende? Oui, elle a également les moyens. Parce qu'en réalité, si elle le voulait, en date d'aujourd'hui, vous aurez pu avoir un rendement de 8,35% par rapport au dividende. OK? Si on s'attend à 10,04 € pour le 2025 et ce chiffre-là peut fluctuer, d'accord, parce que ça reste une estimation. Par rapport au prix actuel, on sera à peu près un rendement de 10,14%. Donc aujourd'hui, Sanofi ne se paye pas chèrement, d'accord, ça ne se paye, c'est pas une entreprise qui se paye chèrement. Est-ce que c'est une entreprise également qui rachète ses actions? On peut voir ça ici au niveau de FundGraph, donc d'accord, on va voir ça rapidement ici. Est-ce qu'elle a l'habitude de racheter ses actions? Parce que si elle est sous-évaluée, vous ferez mieux qu'elle rachète ses actions. En tout cas, c'est ce que moi j'aurais fait à la place de Sanofi, ok. Donc qu'est-ce qu'on a ici comme information? Sur les 5 dernières années, on a un léger rachat d'actions. C'est timide, mais c'est déjà mieux que rien. C'est vraiment timide. Mais vraiment, elle devrait privilégier le rachat d'actions. Peut-être également, elle privilégie ici le le rachat d'autres entités ici parce qu'il me semble que non, c'est pas elle, c'est Pfizer qui a fait l'acquisition d'une autre compagnie ici. Donc je ne serais pas étonné que Sanofi fasse également la même chose si ce n'est pas déjà fait. Ok, il y aura tendance à avoir de fusion acquisition dans ce secteur d'activité et il y aura énormément de fusion acquisition dans ce secteur d'activité là. En tout cas, ça c'est pour Sanofi. Maintenant, vous avez également Pfizer, voilà. Donc sur Pfizer ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la même histoire, c'est le même, voilà. Vous avez vu, elle a gagné beaucoup d'argent à cette période-ci. Elle a tendance à se négocier à 15 fois les bénéfices. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport aux prévisions ici? On se rend compte que oui. Elle a également fait une acquisition dernièrement, donc faites attention. Donc on voit ici qu'elle a énormément de cash et ce cash-là ne va pas servir n'est pas destiné à être redistribué aux actionnaires, mais le cash est destiné ici à repayer à peu près à faire des acquisitions. Ok. Donc ici, si l'entreprise devrait se négocier à 15 fois les bénéfices, on devrait avoir un prix aux alentours de 54 $ à l'action d'ici 2024. 54 $ à l'action à 15 fois les bénéfices, moins la dette nette. Est-ce qu'on a une dette nette actuellement ici? 54 $ moins la dette nette ici. La dette nette est de combien? On a une dette nette ici aux alentours de, voilà, une dette nette aux alentours de, voilà, 3 euros, 2,78 €. Donc 54 moins 3 ici, donc ça aux alentours de 51 euros. On peut également réfléchir en termes de rendement. Ça veut dire quoi? On me demande de payer 37,40 € ici pour un business qui pourrait me rapporter cette année 3,40 €. Si c'est 3,40 € cette année-ci, donc 3,4 par rapport à mon prix actuel, 37,4, c'est un rendement potentiel en date d'aujourd'hui de 9% pour l'année 2024, de 2023. Et pour 2025 ici, 3,60 € par rapport au prix actuel, 37,4, ça donne à peu près
aux alentours de 9,62 €. Intéressant, n'est-ce pas? Mais n'oubliez jamais, allez toujours vérifier ici si l'entreprise a les moyens de continuer à rapporter à peu près le même niveau de revenus, notamment en vérifiant les produits qui rapportent plus, vérifiant également l'échéance liée au brevet et également les différentes acquisitions, questionner même ces différentes acquisitions-là, parce que ce n'est pas parce qu'on fait une acquisition que c'est forcément bien. Questionnez également la politique d'allocation du capital. Faites attention aux entreprises pharmaceutiques qui distribuent énormément de dividendes en date d'aujourd'hui. Faites attention, elles devraient plutôt privilégier le cash. Faites attention à celles qui sont endettées. Donc ici, Pfizer est bien positionnée. Elle a bénéficié énormément de la période de la pandémie. C'est une bonne chose. Vous allez également voir une entreprise comme Moderna qui en a bénéficié énormément. Mais maintenant, Moderna se négocie à des niveaux de PER très bas ici, notamment parce qu'on ne voit pas ce qu'elle... Voilà, elle n'a rien sous la manche présentement. D'accord? Donc aujourd'hui, les revenus issus du Covid vont diminuer, vont avoir tendance à disparaître. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'elle va faire avec le cash qu'elle a en date d'aujourd'hui? Elle va privilégier sans doute les acquisitions ici et on va voir quel type d'entreprise elle va racheter. Et on va voir si ça va continuer ou bien si elle va sortir un nouveau produit. Ça, c'est Moderna, entre parenthèses. On revient maintenant sur Johnson & Johnson. Alors, vous savez que je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques en général, mais j'aime bien Johnson & Johnson ici, notamment parce qu'on a un volet ici... vente de matériel. Donc, si vous allez sur le site Johnson & Johnson, vous allez voir ici voilà, les produits de Johnson & Johnson. Vous allez voir les différents produits ici. On a à peu près, voilà, on a MedTech, Medical Technology, on a à peu près Pharmaceutical Product ici. Et je ne serais pas étonné dans l'avenir de voir une séparation entre les deux. D'accord? Il me semble qu'elle a fait l'acquisition ici dans le segment MedTech d'une certaine entité. J'ai oublié le nom de la compagnie, mais elle continue à faire des acquisitions. Donc, pour le moment ici, regardez ceci. Ça se passe très très bien. Ligne droite, c'est ce qu'on veut voir en termes de production des bénéfices nets année après année. Non seulement en termes de volume, mais également en termes de bénéfices nets par action. Parce que vous savez qu'on peut avoir des bénéfices nets par action plus élevés alors que les volumes en termes de bénéfices, en termes de net income diminuent. Faites attention. Donc ici, pour un business, elle va également avoir tendance à se négocier à 15 fois les bénéfices. Normalement, elle ne va pas déroger à la règle ici. Si on se négocie à 15 fois les bénéfices, n'oubliez pas également qu'il y a une certaine croissance des bénéfices. Ici, on sera à peu près à 173 € l'action. Est-ce que nous avons un niveau de dette net ici en date d'aujourd'hui? C'est également un business assez prévisible. Est-ce qu'on a un niveau de dette net assez élevé en date d'aujourd'hui? Voilà, on a la dette nette ici, tac, voilà. Donc la dette nette ici représente à peu près combien en date d'aujourd'hui? À peu près 7,91 € par action. 7,91 $ par action, ok? Donc voilà, presque rien du tout. Techniquement, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée ici. Et encore une fois, on se négocie à 15 fois les bénéfices, à peu près à un rendement de 6,66%. Donc elle a les moyens de payer ce dividende-ci, d'accord? Il aura tendance à augmenter à nouveau. On n'est pas à l'abri également d'une nouvelle acquisition, etc. Donc si on va regarder Johnson & Johnson, du point de vue... potentiel de croissance future, d'accord? Si on extrapole un tout petit peu au-delà de 2025, qu'est-ce que les analyses prévoient ici, d'accord? On va regarder ici, on a vérifié ici que c'est un business assez prévisible. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici en termes de bénéfices nets ici par action, ok? On s'attendra à du 12 $ d'ici 2027, 12,39 $, ok? Si on fait 12,39, si ça se réalise, bien sûr, d'accord? 15 fois les bénéfices, on sera à peu près à 185 $. Donc, vous voyez que le potentiel de croissance n'est pas assez élevé. Mais encore une fois, je rappelle que c'est un business qui se négocie à 15 fois les bénéfices. C'est assez gentil. D'accord? C'est assez gentil. S'il y a une séparation entre les deux entités, vous allez voir que la seconde entité va avoir tendance à se négocier à des PER très, très élevés. Parce qu'ici, comment on dit ça? Elle est évaluée comme si elle faisait uniquement du pharmaceutique. Pourtant, on a deux types d'entreprises présentement. On peut également aller voir ici par rapport aux revenus. Ici, je vais voir à peu près, disons, je vais prendre le rapport financier ici de 2000, on va prendre le SEC filing. On va prendre le SEC filing ici de 2022. Donc, on va prendre le 10K 2022, annual report, 10K, annual report ici, où est-ce qu'il est, annual filing. Voilà, on peut prendre le 10K, voilà, mars 2020, on prend ça. Ok, je prends ce 10K-là, je vais aller voir à peu près la segmentation des revenus. On a deux segments d'activité ici, MedTech et Pharmaceutical. Ok, donc on va regarder ça rapidement. Tac. Alors, Pharmaceutical, où est-ce qu'il se trouve ici? Je cherche mon graphique, le tableau. Ok, il est là. Attendez. On a le Consumer Yield, on a le Pharmaceutical et on a le MedTech. Actuellement, les entreprises ont tendance à séparer. Et c'est souvent bien ici de connaître à peu près l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est pas en termes de revenus ici, c'est en termes de taille, c'est en termes de taille de propriété par rapport au mètre carré ici, au square foot, d'accord?
au pied carré, on va le dire comme ça. Donc, on voit ici qu'on a 3 segments d'activité. Enfin, c'est ce qui est démontré ici. Donc, je vais rechercher à peu près les segments, le revenu ici par segment. Voilà, c'est ce que je cherche. Le revenu ici, le pharmaceutical, c'est 52%, c'est 52 milliards. Le MedTech ici, c'est à peu près 27 milliards. Et le Consumer Health, c'est 15 milliards. Je ne serais pas étonné qu'on spin-off le Consumer Health ici, parce que la plupart des entreprises ici, dans ce secteur d'activité, ont tendance à spin-off ce segment-là. En fait, ce sont les médicaments ici en vente libre, si je ne me trompe pas. OK? Médicaments ici en vente libre. Pharmaceutical, c'est prescription, d'accord? Et MedTech ici, voilà. Vous voyez ici que par rapport au revenu global ici, MedTech ici, c'est presque un tiers ici du revenu de la compagnie. OK? Donc, c'est pas si mal. Également, c'est bien de savoir à peu près quelle est la marge dépendamment du segment d'activité. Vous voyez ici que le Major Consumer Health Franchise ici, voilà, over the counter ici, vous avez donc le OTC ici, c'est près de 6 milliards. On va avoir tendance à spin-off ce segment d'activité, c'est parce que la compétition est rude. Maintenant, est-ce que les marges sont élevées? Point d'interrogation. On a ici le segment pharmaceutical. Vous pouvez remarquer ici que le médicament, le blockbuster ici, c'est le Stellara. D'accord? Je pense ici qu'il représente à peu près, il est toujours en croissance. OK? C'est le Stellara. 9 milliards sur 16 dans le segment immunologie. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Après, généralement, un blockbuster, c'est 1 milliard et plus. Et donc, on peut citer Remida, le machin. Donc, vous le voyez ici. Attention, quand un médicament commence à être déprécié, ça veut dire que le brevet est déjà arrivé dans le domaine public. Généralement, c'est un signe. Donc, vous remarquez ici que le Remicade ici est en pleine dépréciation. Donc, peut-être ici, soit la compétition est de plus en plus rude, soit il est arrivé sur le domaine public. Également, vous avez le segment ici des vaccins ici pour le Covid. Ça va avoir tendance à diminuer. OK? Donc, si on va ici également dans le segment oncologie, on a le Darzalex qui est également en croissance de près de 39%, les amis. Et on est uniquement ici à 7 milliards 900. On peut voir ici qu'il y a un potentiel de croissance énorme. Bon, quand on rejoint tout ça ensemble, ça représente seulement 6,37% ici, parce qu'il y a d'autres médicaments également qui arrivent dans le domaine public. OK? Donc, quand on va ici sur le segment, est-ce qu'ils ont donné le segment ici MedTech? Est-ce qu'ils ont donné l'information sur le MedTech? Non. Bref, dans tous les cas de figure, ici, vous remarquez que le MedTech pèse énormément. OK? Donc, on a l'information ici MedTech. Donc, vous remarquez ici qu'on a surgery, orthopédique, vision. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à faire des acquisitions dans ces différents segments-ci. D'accord? Voilà. Vous voyez que ici, ces segments-là sont en croissance. Elle a dû faire une acquisition ici dernièrement. On peut vérifier ça ici. Je pense que c'était plutôt dans le segment ici orthopédique, si je ne me trompe pas, la dernière acquisition qu'on a effectuée. Soit elle a déjà été bouclée, soit elle est encore en cours ici. Donc, souvent, ce qui est souvent bien, c'est de regarder les marges dépendamment des segments d'activité. Bref, elle est évaluée ici comme si elle vendait uniquement, elle était uniquement dans le segment pharmaceutique, mais également, il faut la prendre également, il faut savoir que c'est une entreprise assez diversifiée. OK? Donc, le segment consumer, généralement, les marges sont très peu élevées. Le segment pharmaceutique, les marges sont assez élevées, mais le risque de la fin des brevets est là. Mais également le segment ici des MedTech, donc instruments médicaux ici, voilà, on a souvent tendance ici à avoir de bonnes marges. Donc, si vous voulez comparer par exemple à Intuitive Surgical qui vend à peu près un produit uniquement dans le MedTech ici, vous allez remarquer ici que ce genre d'entreprise se négocie à des PER très élevés. Très, très élevé. En moyenne, 25 pour les bénéfices. Donc, idéalement, même, on devrait faire une somme de parts sur Johnson & Johnson. Donc, c'est pour ça que je dis que Johnson & Johnson, même au prix actuel, ça reste assez intéressant. Même si on semble correctement évalué, en fait, la structure même de cette entreprise montre que, voilà, elle devrait normalement valoir plus si elle était séparée. Bref, ce n'est que mon avis. Donc, s'il fallait classer les 3 entreprises ici par ordre de préférence, deuxièmement, voilà. En fait, je n'aime pas les deux. Entre Sanofi et Pfizer, je n'aime pas les deux entités. Donc, voilà, les deux ici, ça sera ex aequo. D'accord? Donc, Johnson & Johnson de préférence. En termes de sous-évaluation ici, voilà, on voit que ces medtech sont plus sous-évalués que Johnson & Johnson. Enfin, les pharmaceutiques sont plus sous-évalués, représentent de meilleures opportunités d'investissement au prix actuel. OK? Donc, s'il fallait, en fait, les 3 mêmes sont intéressants. Maintenant, à vous de voir laquelle vous intéresse plus que d'autres. Mais rappelez-vous toujours une chose, on doit lire les rapports financiers, on doit aller en profondeur parce qu'on ne va pas juste se limiter aux chiffres, etc. OK, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Dites-moi parmi les 3 laquelle vous préférez ici, laquelle vous possédez par exemple ici et depuis combien de temps ici, surtout ceux qui l'ont peut-être depuis 5-10 ans par là. Je sais que vous adorez Sanofi. Et également ici, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.